Bonjour, professeur Aouk. Bonjour. On ne vous présente plus. Le gouvernement français décide d'accélérer la vaccination en prévision de la rentrée de septembre et souhaite même peut-être rendre obligatoire le vaccin contre le Covid-19 au personnel soignant. Qu'en pensez-vous? Le vaccin fait partie, je l'ai répété sans arrêt, des armes qui sont utilisables. Même si les vaccins ne sont pas totalement efficaces, ce que l'expérience montre, Oui. c'est mieux de vacciner les gens qui ont un risque de faire un Covid grave, donc ça c'est important, les sujets âgés, les sujets à risque. C'est intéressant de vacciner les gens surexposés, comme par exemple le personnel médical ou le personnel de soins. Quand les gens sont surexposés ou quand les gens ont des facteurs de risque ou le risque de faire un Covid sévère, je pense que c'est raisonnable de faire ces vaccins, même si leur protection n'est pas absolue. C'est pas une baguette magique. Donc il ne faut pas oublier les autres stratégies, parmi lesquelles, en particulier, le traitement précoce des gens infectés, qui est un des éléments majeurs de contrôle de cette maladie. D'ailleurs, vous voyez bien que en Chine, bien avant le vaccin, l'épidémie a été contrôlée. En tout, en Chine, il y a eu moins de morts que dans l'Île-de-France en mars 2020 quand même. Donc on peut faire... Les vaccins sont une partie de l'arsenal que nous avons, mais si vous voulez, depuis le début, cette épidémie est vécue avec une énorme émotion qui fait que les gens sont terrifiés. Ils attendent qu'on leur promette une baguette magique comme si ça allait être extraordinaire et que d'un coup, ça serait fini. Mais c'est pas comme ça, c'est les virus, c'est compliqué, l'évolution des épidémies est assez imprévisible, et donc voilà, c'est la situation dans laquelle on est. Donc il faut utiliser toutes les armes que nous avons, et pas une seule arme, et pas privilégier une seule arme en disant toutes les autres servent à rien, parce que c'est pas vrai. Et quelles sont les autres armes dont vous parlez, par exemple? Le soin. Par exemple, c'est sûr que cette maladie, depuis le début, il fallait... observer et se donner les moyens d'observer les malades. Nous, l'Institut qu'on a fait, qui est en partie imité de l'hôpital qui est à côté de Shanghai et que j'avais vu en 2005 pour répondre au SARS, ça permet d'avoir tous les équipements pour observer les malades, tous les éléments pour les observer, pour faire de la recherche. Et donc, parmi les choses que l'on a découvertes au fur et à mesure de la prise en charge des patients, c'est que les patients n'étaient pas capables eux-mêmes d'évaluer la sévérité de leur atteinte respiratoire parce qu'à la différence des autres infections respiratoires, l'essoufflement est très tardif. L'essoufflement, il est juste avant la détresse complète respiratoire. Parce que les anomalies qui se passent dans l'oxygène ne sont pas de même type que ce que l'on voyait ailleurs. C'est ce que les Chinois et nous avons appelé l'hypoxie heureuse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des taux d'oxygène très très bas sans s'en rendre compte. Ça, si vous n'observez pas les malades, moi je suis content, on a dit ça en juin 2020, finalement mon gouvernement a fini par recommander de tester l'oxygène, ces petits appareils qui coûtent 20 euros, pour savoir si on n'avait pas des taux d'oxygène qui étaient bas. Mais au moment où nous avons commencé ça, même dans toutes les urgences de France, personne ne regardait si les gens avaient des taux d'oxygène qui étaient bas. L'autre chose, c'est on s'est rendu compte très tôt, parce qu'il y a chez nous une professeure d'hématologie, qu'il y avait des troubles de la coagulation et que donc il fallait donner des anticoagulants très tôt, à dose isocoagulante, donc des doses faibles, et surveiller des marqueurs dans le sang pour voir s'il ne fallait pas augmenter ça pour empêcher une des grandes complications qui est la thrombose des artères pulmonaires. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on voit et que l'on apprend en observant les malades, en les traitant. Et donc, par ailleurs, si vous voulez, tous les traitements adjuvants, chacun a dans son pays sa culture des traitements adjuvants qui peuvent aider. Les gens qui donnent de la vitamine C, les gens qui donnent de la vitamine D, nous on donne du zinc aux gens. Nous, en plus, on a notre protocole qui est tiré de votre expérience initiale avec l'hydroxychloroquine, à laquelle on ajoute systématiquement l'azithromycine. Voilà, tout ça, c'est des prises en charge médicamenteuses qui fait que nous, en ambulatoire, on a traité maintenant 20 000 personnes en hôpital de jour. En ambulatoire, on a un taux de mortalité qui est de 1 pour 1000. Donc, si vous vous occupez des malades, la mortalité n'est pas la même. Donc, si on s'occupe des malades. Et donc, c'est une vraie question. Au départ, c'est que les gens qui disaient qu'il ne fallait pas s'occuper des malades, et puis nous, on disait qu'il fallait s'occuper des malades, et on était en discordance. Mais
tout ce qu'on a dit, il reste l'hydroxychloroquine qui reste un point de fixation, mais tout ce qu'on a dit que l'on faisait, maintenant tout le monde le fait. C'est fait partie des recommandations du gouvernement. Donc, encore une fois, c'est pas parce que je ne suis pas naïf au point de croire que il va y avoir une baguette magique qui va sauver tout le monde d'un coup, que je suis contre les choses. C'est simplement parce que on vit dans un monde qui est très bête et donc tout le monde veut savoir s'il est pour ou contre les choses. La vie n'est pas comme ça, en particulier la médecine n'est pas du tout comme ça. La médecine, c'est une... Les épidémies, c'est des manifestations de troubles de l'écosystème, et donc les troubles de l'écosystème ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. C'est pour ça qu'on ne peut jamais prédire la forme des épidémies. Si vous regardez la forme des épidémies, dans le monde, il n'y en a pas deux qui soient pareils. Ça veut dire que personne ne pouvait prédire la forme d'une épidémie. Donc des choses... Oui. Mais c'est pareil, hein, la presse adore qu'on lui les hommes de gouvernement adorent qu'on leur prédise l'avenir. Moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas prédire l'avenir, c'est pas comme ça, surtout l'épidémie. Moi, ça fait 40 ans que je travaille sur les épidémies, je sais bien que c'est pas vrai. Vous dites que le soin, l'étude des patients, les examiner est primordial, c'est l'une des armes, en plus de la vaccination, pour lutter contre cette pandémie. Et c'est ce que vous faites aussi à l'Institut? Il y a un état justement pour étudier les patients? Ah, bien sûr, nous, on a 75 lits et un hôpital de jour. Je vous dis, nous, on a fait le diagnostic, nous, hein. Je pense qu'on est l'institut qui a fait le plus l'institut unique qui a fait le plus de diagnostics et soigné le plus de malades au monde. Hein. On a fait, nous, 700 000 tests. On a fait le diagnostic chez 45 000 personnes et on en a traité 35 000. Oui. Nous. Donc, moi, je parle pas de la presse, de la revue de la littérature, je parle de choses que l'on a vues, nous, pour lesquelles on a analysé les dossiers. Les études qu'on fait au fur et à mesure sont des études qui comportent des données qui sont accessibles à tout le monde, si tout le monde doit les vérifier. Et vous savez, comme on vit dans un institut qui est un institut public, on ne peut pas ni cacher, ni inventer les morts, ni les gens qui sont venus. Ils ont tous des données qui sont des données officielles, et donc ce qu'on dit ne peut pas être faux, c'est juste des données, c'est juste des données réelles. Oui. Mais on a fait plus de choses, on a fait beaucoup plus dans ce pays de séquences génomiques. La France s'est rendue compte très très tard qu'il fallait surveiller les virus pour voir ce qui se passait et pourquoi. Est-ce que c'était vrai qu'il y avait des vagues d'un virus qui rebondissait, ce que je ne croyais pas, ou bien alors est-ce que nous faisions face à plusieurs épidémies dues à des variants différents? Vous avez parlé aussi tout à l'heure d'hydroxychloroquine, hein, il y a un réel débat autour de ce médicament. Est-ce que vous êtes est-ce que vous avez toujours le même avis sur cette hydroxychloroquine, ou est-ce que les études ont changé un petit peu? Non, mais si vous voulez, c'est une question qui n'a pas de sens, si vous voulez. Je comprends bien ce que vous pensez, ou ce que pensent les autres journalistes, ou les gens qui nous écoutent. Nous, on n'a pas d'opinion sur ce que font les autres. Si j'ai l'opinion qu'il y a des études qui sont invraisemblables, qui, si on avait un peu de calme, on n'accepterait pas. Par exemple, la grande étude anglaise, Recovery, est une étude dans laquelle on a inclus pour les analyser des gens qui n'avaient pas le Covid, c'est-à-dire qu'il y a des tests négatifs. Puisqu'au départ, dans l'étude, il disait on inclut des gens dont le médecin pense qu'il a le Covid, et si ensuite ça n'était pas confirmé, il gardait quand même les malades à l'intérieur de l'étude. Ce qui est un déni de science. Et la dose qu'ils ont utilisée d'hydroxychloroquine est une dose qui est toxique. C'est-à-dire que c'est une dose, si vous regardez dans n'importe quel livre médical, cette dose n'est pas autorisée. Et ils ont cité comme référence, d'ailleurs, pour utiliser cette dose, un papier de quelqu'un que je connais très bien, parce que lui c'est un très bon scientifique, qui est Nick White. Et Nick White n'a jamais utilisé ces doses, et il a publié au contraire, ensuite, un papier disant il ne faut pas utiliser les doses qui ont été utilisées dans l'essai anglais qui sert de référence maintenant, qui est l'essai Recovery. Donc si vous voulez, on est arrivé à un affolement et une méconnaissance de la médecine pour gérer ce problème qui fait que chacun écrit ce qu'il veut, et puis en plus de ça, dans ces études multicentriques, il n'y a qu'une personne qui collecte toutes les données, donc qui sait ce qui se passe. Nous avons fait complètement différemment. Nous ne parlons que des gens qui sont passés chez nous. Et donc, moi, ce que je vois est plus important que ce que les gens racontent, surtout avec des organisations qui me laissent complètement
sceptiques sur leur signification. Donc je n'y crois pas. De la même manière, dans l'essai Solidarité de l'OMS, il y a, en fonction des pays, vous avez des différences de mortalité entre le placebo et le traitement qui sont absolument incroyables. Il y en a où il n'y a pas de différence, il y a d'énormes différences, et tout ça est mélangé, ce que théoriquement on n'a pas le droit de faire, c'est des bases méthodologiques. Après, les gens s'énervent beaucoup sur la méthodologie, mais la première base, c'est d'être sûr que les malades que l'on va étudier ont bien la maladie. Deuxièmement, c'est d'utiliser les médicaments à une dose qui est normale. Par exemple, nous, le traitement qu'on utilise, il n'y a eu aucun essai randomisé qui a été fait avec le traitement qu'on utilise et qu'on a publié depuis plus d'1 an, pour lequel on a eu des résultats qui étaient très très bons. Donc la question de l'hydroxychloroquine, on a l'impression, en France, on a arrêté prématurément avant de pouvoir conclure, alors que les 2 essais montraient une tendance à l'efficacité de l'hydroxychloroquine. On a arrêté avant de conclure, après qu'il y ait ce papier complètement fou publié dans le Lancet qui disait qu'il y a 10% des gens qui prenaient l'hydroxychloroquine qui mouraient. Mais personne ne peut croire ça. Vous savez, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, il y a en Afrique, les dernières années où ça a été utilisé pour traiter le paludisme, il y avait 1 milliard de personnes qui avaient reçu un traitement par la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Donc quand on a dit ça aux Africains, ils ont éclaté de rire. Il y a 10% des gens qui meurent avec de la chloroquine, de l'oxychloroquine. Vous savez, il y a en France, en 2019, il y avait eu 36 millions de comprimés d'hydroxychloroquine qui avaient été distribués sans ordonnance. Et donc brutalement, c'est devenu un médicament mortel en 2020. Mais personne ne peut croire ça. Donc la presse peut raconter ça, les gens peuvent faire des essais, on ne sait pas comment ils sont manipulés. J'en sais rien. Nous, on a traité 35 000 personnes et, encore une fois, tous les gens qui ont vécu dans les pays tropicaux savent bien que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine ne tue pas les gens. Tous les rhumatologues, on traite des affections rhumatologiques. Actuellement en France, les 36 millions en question, c'est les gens qui ont des maladies auto-immunes. Donc, tout le monde sait que c'est des médicaments anodins. Il y a même un papier qui a été publié dans Lancet Respiratory Disease qui demandait aux rhumatologues. Ils ont rapporté 1 million de patients traités par l'hydroxychloroquine sans rapporter aucune surmortalité cardiaque. Mais après, rien n'empêche, si vous voulez manipuler les données, de choisir juste les études qui vous intéressent, éliminer. C'est la base de la tricherie, que ce soit là ou n'importe où ailleurs. Donc ça ne m'empêche pas, je ne vais pas penser que ces analyses qui font la conclusion avant de commencer l'analyse sont supérieures à ma propre observation, parce que mon observation, elle est là. J'ai travaillé tous les jours, j'ai regardé les données tout le temps, tous les jours, tous les matins, à 8 heures, on regardait combien il y a eu de morts, combien il y a d'entrées, combien il y a de personnes. Voilà, donc on a hospitalisé 3500 personnes avec le Covid. On a une expérience qui est unique. Le variant Delta commence à se propager en France. Il y a même actuellement 3 régions où ce variant est majoritaire. Selon vous, est-ce qu'on devrait craindre ce nouveau variant et est-ce que ce serait une nouvelle forme d'épidémie? Si vous voulez, depuis le début, c'était encore une chose. Alors, les gens ne veulent pas se souvenir de ça. Moi, je n'ai pas d'exemple en tête, si vous voulez, d'épidémies qui rebondissent, vous voyez, comme une balle de ping-pong. Donc, quand on a fini notre première épidémie, avec une courbe qui était la même que celle que vous avez vue en Chine, je suis parti en vacances, mais je surveille tous les jours le nombre de données qu'on a chez nous, et j'ai vu que les choses repartaient en juillet de manière assez rapide. Donc, quand je suis revenu pour pouvoir faire le génome, la séquence du virus qu'on avait là, et pour comprendre ce qui s'était passé. Alors, ce virus était importé d'Afrique du Nord, par bateau, et c'était un virus différent, ce que nous, on a appelé un variant. Il faut dire que nous avons été les premiers scientifiques au monde à parler de variants, et ça, c'était début septembre. Si vous regardez sur Google, le cas vérifié sur Google, vous verrez, il y a, je sais pas, une dizaine de points jusqu'en septembre, où on en parle, et puis on est les seuls à en parler jusqu'en novembre. Jusqu'en novembre, les gens disaient que les variants n'existaient pas. Et même l'immense variant qu'il y a eu, qui est la cause de ce que les gens ont appelé la deuxième vague,
que nous on a appelé Marseille 4, n'est toujours pas considéré comme étant un variant alors qu'il a autant de différences. Ce qu'on appelle un variant, c'est un virus qui comporte plus de 5 mutations différentes qu'on n'avait jamais vues avant. D'accord ? Et donc, ces variants-là peuvent naître la plupart du temps dans tous ceux qu'on a eus. C'est-à-dire le 1, celui qui venait d'Afrique du Nord, l'anglais qui venait d'Angleterre, l'indien qui est venu d'Inde vraiment, le sud-africain qui est venu des Comores, tout ça c'est lié à l'ouverture des frontières. Et donc ça veut dire que dans chaque écosystème, le virus peut développer de nouvelles formes, et donc les sources, ça a été effectivement et on sait maintenant que ce qui influence le plus les épidémies de ce virus, ce groupe de virus, c'est l'ouverture des frontières. La deuxième chose qui est un élément très très important, c'est le rôle des animaux dans cette épidémie et dans ces variations, et en particulier ce qu'on a découvert, enfin moi j'ai découvert ça à cette occasion, c'est le rôle des élevages de visons. D'accord ? Les visons sont des animaux très très sensibles à ce virus. Moi je savais pas qu'il y avait des fermes de visons aussi importantes. Les premières épidémies chez les visons sont apparues en mai 2020, c'est ancien, en Hollande, où il y a eu des cas humains à partir des cas de visons, et il y a eu des cas interhumains à partir de ces virus de visons. Et si on regarde maintenant la variabilité, c'est-à-dire le nombre de variants issus des visons, c'est incroyable. Il y a eu beaucoup plus de diversité issue des visons que des humains. C'est incroyable. Et nous, on a fini par relier, on se demandait le variant qui a été celui qui a sévi en Europe et qui a tué le plus probablement depuis août jusqu'à janvier, avant le variant anglais. Nous, on se demandait d'où il venait parce qu'il était apparu comme ça sans qu'il y ait de phase intermédiaire. On s'est rapidement posé la question de savoir s'il venait d'un élevage de visons. Effectivement, il y a un élevage. L'épidémie en France est repartie du centre de la France, dans la Mayenne. Il y a un élevage de visons qui est proche, qui est en Eure-et-Loire, qui a été abattu en novembre, et on n'arrivait pas à avoir, on avait une absence totale de transparence, puisque il a fallu 3 mois et demi pour que la séquence de ces visons soit relarguée, et c'est bien la séquence que nous on a vue et qui a donné la plus grosse épidémie européenne. Oui. Et qui est donc un variant aussi, mais qu'on ne veut pas appeler variant pour des raisons qui m'échappent, parce que on a admis qu'il y avait un variant quand il y a eu le variant anglais. Jusque-là, nous on expliquait qu'il y avait un variant, les gens nous disaient c'est parce que c'est qu'un variant, parce qu'ils n'avaient pas les génomes. On avait fait 30% des génomes français. Donc cette stratégie qui est d'observer sans arrêt, de remettre les choses en cause, d'analyser les données, c'est la seule stratégie scientifique. Tout le reste, si vous voulez, je vois bien qu'on est encore une fois dans une situation de tension extrême dans les pays occidentaux, qui déteint sur les autres et qui fait que on n'arrive plus à avoir la sagesse d'analyser les choses, de les prendre au calme et d'essayer de faire notre métier comme on l'a toujours fait. Est-ce qu'il faut davantage s'alarmer, s'inquiéter par rapport à ces variants, notamment le variant Delta ? Je ne sais pas s'il faut s'alarmer. Ce qu'il est en train de montrer, c'est que les protections vaccinales ne sont pas absolues, ce qu'on savait avant ça. Nous, on a documenté près de 600 personnes qui ont été vaccinées, infectées. Donc, mais c'est vrai que le degré de protection vis-à-vis du variant Delta est beaucoup plus faible que vis-à-vis des autres. Voilà. Il est très faible vis-à-vis de celui-là. Donc nous, pour l'instant, 50% des cas diagnostiqués de virus Delta sont apparus chez des vaccinés. On sait qu'il y en a une de même en Israël et on sait qu'il y en a une de même en Angleterre, même si pour l'instant, ces informations sont au compte-gouttes. Donc ça veut dire que les vaccins actuels ne protègent pas bien contre ce virus, ce qui ne veut pas dire qu'il soit totalement inutile, mais c'est pas une baguette magique. Oui. Donc, et on a l'impression qu'il y a tellement d'émotions que tout le monde voudrait dire maintenant, ça y est, on a une solution et demain, on n'en parlera plus. C'est pas comme ça va faire partie de notre environnement, comme la grippe fait partie de notre environnement. Si vous voulez, tous les ans, il y a de la grippe et ça va pas être plus facile de lutter contre ça que contre la grippe. Voilà. On peut espérer que après cette
ce nombre de cas qui a été infecté, d'abord l'immunité générale de la population est beaucoup plus importante. Moi, dans ce que nous voyons, encore une fois, ce que disent les uns et les autres, je ne sais pas sur quoi c'est basé, dans ce que nous voyons, l'infection naturelle est beaucoup plus protectrice que la vaccination. Donc ça veut dire que les gens le risque d'infection chez les gens qui ont une infection naturelle est probablement très 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 bas. Donc en fait, si j'ai bien compris, quand vous dites infection naturelle, ça veut dire une personne qui aurait déjà été qui a eu le Covid, qui a eu le Covid, aurait beaucoup moins de chances d'attraper donc un variant, le Delta, qu'une personne qui ne l'a jamais eu et qui est vaccinée, puisque 50% des cas que vous avez observés ont déjà été vaccinés, c'est ça? Dans ce cas-là, l'infection naturelle, est-ce qu'il y aurait aussi en ce moment des scientifiques pencheraient sur un traitement, sur pas un nouveau vaccin, mais un traitement en tout cas pour lutter contre le variant lui-même? Vous savez, les traitements, ça va être le même. Simplement, je vois d'ailleurs qu'en Angleterre, les gens ont commencé à comprendre qu'il fallait soigner les gens et qu'ils commencent à se faire un travail sur l'ivermectine, ce qui est intelligent. Alors aussi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'Europe a pas accepté donner une autorisation d'utilisation de ce médicament. Sauf peut-être que parce qu'il coûte rien, quoi. Ça coûte rien. On sait qu'il est totalement anodin. Il a été prescrit à des milliards d'individus. C'est la première fois, d'ailleurs, son inventeur, qui est un Japonais, son découvreur, qui est un Japonais, a été censuré parce qu'il a dit qu'il était anodin. Ils ont censuré un prix Nobel, quand même, parce qu'il disait que l'ivermectine, il n'y avait aucune raison d'empêcher la prescription de l'ivermectine, qui était totalement sans danger. Et donc, il était censuré. C'est incroyable. Donc, il y a une puissance de censure dans la diffusion dès que l'on ne dit pas que les solutions magiques sont nouvelles. Il y a une censure incroyable. Mais actuellement, moi, je pense que la raison voudrait que on reprenne les choses tranquillement si malheureusement on est face à un nouvel épisode épidémique et que donc on essaye proprement et sans a priori les thérapeutiques pour lesquelles sont accumulées des données extraordinaires, parce que si vous regardez, il y a un site qui s'appelle Cov19 qui collecte toutes les données sur l'hydroxychloroquine, toutes les données sur l'ivermectine. Vous pouvez pas dire, écoutez, ça y est, c'est fini, la messe est dite, parce qu'on a fait 2 essais étranges qui nous servent de référence et les autres ne comptent pas. On peut pas faire ça. Il y a eu des essais qui ont été faits randomisés en Arabie Saoudite, en Iran. La plus grosse série au monde est iranienne. Écoutez, on peut pas ne pas en tenir compte. Enfin, il faut écouter ce que les gens disent. Donc, au bout d'un moment, il faut reprendre, il faut arrêter de dire la situation est réglée. Non, nous on conseille de faire ce que nous on fait, c'est-à-dire hydroxychloroquine, 600 mg par jour, azithromycine plus zinc. Faut que quelqu'un d'autre qui le teste. Puis voilà. Avant de dire que on ne rêve pas, on raconte pas les histoires des autres. C'est les patients qu'on a traités quand même. Et on les a comparés chez nous aux gens. Il y a des médecins nous les médecins individuellement sont libres, donc la plupart des médecins étaient favorables à ce traitement et le donnaient. Il y en avait d'autres qui étaient plus réticents, en particulier pour les sujets âgés, ils ne le donnaient pas. Il y a des malades, bien sûr, nos malades, ils entendent la télévision, comme tout le monde, qui dit « je préfère pas ». Et donc, on a fait des groupes contrôle comparatifs à l'intérieur de l'IHU entre ceux qui avaient été traités et ceux qui ne l'avaient pas été, soit parce que le médecin ne voulait pas, soit parce que le malade ne voulait pas. Donc, ces études comparatives, il n'y a pas plus de biais là-dedans que de tir au hasard. L'histoire du fait qu'il faut tirer au hasard pour éliminer le biais, c'est une opinion, c'est pas factuel. Ça n'a jamais été démontré qu'il fallait faire des études randomisées, que c'était supérieur. Jamais. Tout le monde répète ça, mais une énorme analyse faite sur 25 000 papiers qui comparent les études randomisées, non randomisées sur les mêmes questions comparatives, qui montrent qu'il n'y a pas de différence. C'est pas vrai. C'est un fantasme. On voit pas d'ailleurs comment ce serait possible. On a parlé tout à l'heure de l'efficacité des vaccins administrés ici en France contre les variants. Est-ce que vous vous êtes penché un petit peu sur l'efficacité des vaccins étrangers, donc par exemple les vaccins chinois? Est-ce que c'est du pareil au même ou est-ce qu'il y a quand même des différences? Honnêtement, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'au départ, ce qui a été dit au moment de la mise sur le marché chinois du vaccin chinois, c'est que le degré de protection
qui était annoncé était de l'ordre de 60 à 70%, ce qui me paraît réaliste d'ailleurs. Tandis que les essais qui étaient faits avec AstraZeneca ou avec Pfizer promettaient qu'il y avait 95% de protection. L'expérience a montré que 80% de protection, c'était pas vrai. On verra bien, encore une fois, ce qui se passe. Olivier Véran a déclaré sur Twitter qu'il y aurait probablement un rebond épidémique dès cet été. C'est une hypothèse. Pensez-vous qu'une 4e vague est envisageable? Encore une fois, je ne sais pas, le terme de vague, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que en Europe en général, alors ça a commencé en Angleterre, là, c'est ce qu'on voit en Israël, bien que ce soit les pays qui aient la meilleure couverture vaccinale au monde, hein, on est en train de voir une nouvelle épidémie en train de commencer. Encore une fois, jusqu'où elle ira, j'en sais rien. Mais le niveau épidémique actuellement en Angleterre est extrêmement élevé. Donc, si vous voulez, si vous vous dites, écoutez, c'est bien possible que s'il y a une épidémie en Angleterre, on ait la même ailleurs, c'est raisonnable. Nous, ce qu'on voit, c'est que les choses augmentent progressivement. Elles diminuent. Nous, dans le site, nous, encore une fois, on teste, je sais pas, 600 personnes par jour, hein. Dans notre institut, c'est pas des données des autres, c'est les nôtres, hein. Celles qu'on a vues, nous. On voit que ça augmente, et on voit qu'en France, le nombre de cas diagnostiqués augmente. Alors, ça augmente un peu. Est-ce que c'est le début d'une épidémie qui va être aussi importante que les épidémies avant ou non? Est-ce que ça va s'arrêter? J'en sais rien. Vous voyez, par exemple, le variant le Marseille 1 qu'on a eu cet été, il s'est pas diffusé en dehors de la région marseillaise, et il s'est arrêté tout seul, mais il y a très peu d'hospitalisation, aucun mort. Donc les variants ont chacun une histoire propre qui est imprévisible. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est déduire de ce qui s'est passé en Angleterre, compte tenu du fait qu'il y a eu effectivement, je sais pas, les derniers données, il y avait 46 000 cas par jour. Donc, ce qui était autant qu'au milieu de l'épidémie en octobre, hein. Donc, c'est une maladie pour laquelle il y a trop d'émotions. C'est votre faute en partie, c'est la faute des journalistes. Il y a trop d'émotions. Et donc, tout le monde voudrait que, ça s'arrête. Alors, tout le monde criait victoire. Dès que ça baisse, tout le monde crie victoire. Regardez, grâce au vaccin, il n'y a plus rien. Tout va bien. Et maintenant, ceux qui en ont plus en Europe, c'est les Anglais qui ont plus vacciné. Donc, c'est pas si facile. D'accord? Et donc, il faut être prudent. Il faut être sceptique. D'ailleurs, les gens me reprochent beaucoup d'être sceptique. Bien sûr, je suis sceptique, je suis un scientifique. Un scientifique, c'est pas sceptique. Il faut devenir religieux. Si on n'a pas de doute, si vous voulez, c'est la religion qui n'a pas de doute. Et donc, on voit bien d'ailleurs que la science a pris un aspect religieux. Il y a des gens qui ont une espèce de religion de la science, et donc qui sont pour ou contre, qui ont des opinions d'ailleurs la plupart du temps qui sont pas alimentées par de la vraie connaissance ou par de l'accès aux données réelles. Et donc, c'est vrai que dans ces conditions-là, ça devient très difficile de continuer à avoir une démarche scientifique, hein. Ces dernières semaines, l'hypothèse voulant que le Covid-19 se serait échappé d'un laboratoire en Chine revient dans l'actualité. Même si l'OMS avait rejeté définitivement cette hypothèse, également The Lancet, qui avait publié un communiqué qui rejetait cette hypothèse et qui parlait de complotisme, avait été rejeté. Cette hypothèse revient sur la table. Quel est votre avis sur ce sujet? Je dis, j'ai perdu beaucoup de confiance et dans le Lancet et dans l'OMS, compte tenu des déclarations tout à fait institutionnelles qu'ils ont fait sur des sujets où ils se sont totalement trompés. Donc, l'opinion du Lancet et de l'OMS m'intéresse guère. Maintenant, l'analyse scientifique de ça ne paraît pas très raisonnable, parce que, si vous voulez, ce que les gens qui transfèrent cette manière de voir les choses ne se rendent pas compte du degré de variabilité des coronavirus. Donc les coronavirus ont une variabilité considérable. Il y a plein de coronavirus. Vous savez qu'il y avait déjà 4 coronavirus endémiques qui sont partout, hein, que l'on a tous les hivers, qui infectent ceux-là plutôt les enfants. Et puis il y a le premier SARS, et puis il y a eu le MERS Corona, et puis il y a eu le deuxième SARS. Il y a une immense variabilité de ces virus qui est due à leur composition. C'est un peu compliqué à expliquer pourquoi, mais c'était tout à fait prévisible qu'on ait des variants. Et il y a des très grands réservoirs animaux. D'une part,
Les chauves-souris sont pleines de coronavirus. Les chauves-souris vivent, et donc ce qui facilite la promotion de nouveaux variants qui éventuellement sont transmissibles à l'homme, c'est qu'il puisse se développer des épidémies chez les animaux, ce que nous on appelle des épizooties, c'est-à-dire des épidémies d'animaux. Et les mammifères sauvages qui représentent le plus grand danger d'épidémie sont les chauves-souris, parce que les chauves-souris peuvent vivre à 1 million dans une grotte et se frottent toutes les unes les autres, et donc la transmissibilité est incroyable. Et les chauves-souris sont plein de virus. Donc il y aura probablement, moi je disais ça il y a je sais pas 10 ans, 15 ans, j'avais été interrogé par le Sénat ici en disant qu'est-ce que vous pensez être le prochain risque épidémique. J'ai dit écoutez, je pense que ça viendra des chauves-souris, parce que c'est les chauves-souris qui sont le réservoir de mammifères le plus nombreux, qui vivent de la manière la plus dense. Ce que j'ai découvert à les autres épidémies qu'on a, plus des épidémies, la grippe par exemple, ça vient aussi des animaux, et ça vient souvent d'Extrême-Orient, en particulier du fait qu'il y a beaucoup d'élevage mixte entre les poules et les porcs. Et que donc les grippes sont très souvent, les mutants grippaux sont très souvent chez les poules, parce qu'il y a des densités d'élevage de poules absolument considérables. Là aussi, vous pouvez avoir des centaines de milliers de poules. Et donc, si vous les faites vivre avec les porcs, c'est possible qu'elles sautent, que le virus devienne infectieux chez le porc, et c'est une étape pour devenir infectieux chez l'homme. D'accord? C'est-à-dire que la grippe aviaire, en réalité, n'est pas devenue une épidémie humaine, pour l'instant, hein, parce qu'il n'y a pas eu de relais chez le porc. La plupart des mutants grippaux qui se sont révélés chez l'homme sont passés chez le porc. Mais tous les ans, il y a des nouveaux mutants grippaux qui viennent généralement de ce mélange poules et porcs, tout le temps. Ce qui est nouveau, donc nous, on a aussi eu des épidémies, plus de bactéries que de virus dangereux pour nous, dans les élevages, dans l'élevage intensif, de poules et de porcs. Et en particulier, on a eu des bactéries résistantes, Escherichia coli, les staphylocoques, chez les poules, chez les porcs, c'est vraiment des épidémies, mais qui sont des épidémies, c'est comme, on dit c'est des staphylocoques dorés ou c'est des Escherichia coli, mais en réalité, c'est des variants, comme pour le virus, c'est-à-dire des clones qui sont plus contagieux, qui portent des mutations, qui se sont répandues après une multiplication considérable dans des élevages très denses. Là, ce qu'on a appris à cette occasion, en tout cas moi, ce que j'ai appris, je ne le savais pas, c'était l'existence d'élevages très denses de visons. Il y en a en Chine, il y en a en Pologne, il y en a au Danemark. Moi, j'ai appris ça. Au Danemark, ils ont abattu 17 millions de visons. Donc, moi, je pourrais pas. Il y a plus de visons que d'habitants au Danemark. Moi, je savais pas ça. En Hollande aussi. En France, il y a quelques petits élevages de visons, mais c'est mineur. Là, ce qui était énorme, c'est la Hollande et le Danemark. Mais ce signal-là, pour des raisons qui m'échappent, parce que les gens n'ont pas cliqué, l'apparition d'épidémies chez les visons qui étaient liées à des mutants n'a pas déclenché les contre-mesures qui me paraissent nécessaires et qui me paraissaient nécessaires pour voir arriver un nouveau variant. Donc les gens étaient plus dans l'idée que c'est la même maladie qui rebondit, et moi je pense plus que c'est des variants nouveaux qui ont une source différente, peut-être qui sont issus d'épidémies chez les animaux, et que donc il faut veiller sans arrêt. C'est ce que nous faisons. Nous séquençons sans arrêt. C'est un des points où effectivement je suis content d'avoir fini par convaincre le président qu'il fallait que la France ait une veille sur les génomes de ce virus, de manière à ce qu'on soit pas surpris par l'apparition des nouveaux génomes. Nous, c'est ce qu'on fait sur ce variant qu'on appelle Delta maintenant, qui est le variant qui vient d'Inde. C'est ce qu'on fait pour voir jusqu'à quel point il s'implante et jusqu'à quelle est la proportion qu'il représente des cas d'infection maintenant. La transmission donc animale est la théorie la plus plausible. Voilà, si vous voulez, il y a un fantasme de la construction de virus mortels, extraordinaires dans les laboratoires. Depuis l'histoire de bioterrorisme, pour l'instant, ce qui s'est passé sur le bioterrorisme, c'est juste du charbon, hein. Et c'est des accidents de laboratoire
militaire en Russie ou aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a rien vu d'autre. Hein. Mais du coup, ce fantasme-là s'est répandu. Oui. Mais d'abord, on ne sait pas vraiment ce qui rend virulent ou contagieux un virus. On ne le sait pas. On le constate a posteriori. On ne sait pas le prédire. Les gens qui essayent de le faire, peut-être que ça deviendra possible un jour. Pour l'instant, on ne sait pas le prédire. Les modèles animaux sont incapables de prédire la contagiosité ou de prédire la gravité chez l'homme. C'est même une énorme erreur qu'on a fait avec le H1N1 ou avec la grippe aviaire. C'est une énorme erreur. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est observer et voir si ça se répand, si c'est contagieux. Et donc, l'imagination de la nature pour créer des nouveaux virus, à côté de celle des hommes dans un laboratoire, est incomparable. C'est-à-dire que quand vous mettez un virus dans une population restreinte de 1 ou 2 millions d'animaux, ce qui sort comme variabilité au bout de 1 mois, c'est absolument colossal. On ne peut pas faire ça dans un laboratoire.